Voilà, on est en direct avec Jean-François Copé, qui est secrétaire général de l'UMP. Sur notre plateau également, Jean-François Juillard, secrétaire général de Reporters sans frontières. Merci Jean-François Copé d'être avec nous. Ce soir, vous lancez votre club Génération France à Paris. On va vous poser quelques questions politiques, bien sûr, dans un instant. Mais on se réjouit tous ce soir du retour annoncé de nos deux confrères Stéphane Taponnier et Hervé Guesquière. Avec d'abord une question un peu plus politique, puisque la joie, évidemment, on va le savourer, mais il y a déjà des questions, des interrogations. Dans nos informations à BFM TV, eh bien, on dit qu'une rançon a été remise aux ravisseurs. Est-ce que vous nous le confirmez? Est-ce que vous nous dites oui, après tout c'est normal, ou pas du tout? Alors, écoutez, d'abord, je n'ai absolument aucune information dans ce domaine, vraiment aucune. Et deuxièmement, vous le savez, il y a un usage qui, je crois, est un bon usage, qui consiste à ne pas évoquer ces questions. Parce qu'en réalité, on sait les uns et les autres que ces opérations qui conduisent à récupérer nos compatriotes se font toujours dans un contexte délicat et que tout doit être fait pour empêcher les terroristes de triompher. Donc je pense que ce sont... Voilà. Éviter de faire plaisir aux terroristes. Voilà. Vous vous souvenez quand même, lorsqu'ils ont été enlevés, quelque temps après, il y a eu des mots qui ont été durs pour les journalistes. Imprudence coupable, irresponsabilité des otages français en Afghanistan. Est-ce que ce soir, Jean-François Copé, vous dites les journalistes doivent toujours aller au bout de leur mission, au bout du monde, chercher la vérité, quel qu'en soit le prix? Alors, je dis d'abord que je suis très heureux, comme tous les Français, de leur libération. C'est vrai que nous vibrons les uns et les autres chaque jour parce que nous savons que... Voilà. C'est vrai pour ces deux journalistes. Je voudrais aussi rappeler que c'est vrai pour d'autres Français qui sont dans cette situation. Voilà. Pour le reste, bien sûr qu'il faut continuer sa mission de journaliste là où c'est nécessaire. Ça n'interdit pas d'être prudent et d'écouter les consignes de sécurité. Jean-François Juillard, représentant de Reporters sans frontières, là, est-ce que cette leçon, on va la retenir maintenant sur le métier de journaliste ce soir? Évidemment, il y a de la joie d'abord, on l'a dit, on l'a montré largement. Bien sûr. Oui, j'espère qu'on va retenir plusieurs leçons. D'abord, effectivement, les journalistes doivent continuer à aller sur place, continuer à aller chercher l'information, quels que soient les risques. Ça ne fait pas des journalistes des têtes brûlées, comme on a accusé Hervé et Stéphane. Et puis j'espère qu'on va tirer leçon de toute cette mobilisation. Moi, la principale leçon que je tire aujourd'hui de cette libération, c'est qu'il ne faut jamais désespérer, jamais baisser les bras. Ça fait 1 an et demi, je crois que tous ceux qui se sont mobilisés ont apporté leur pierre à cet édifice, qu'il s'agisse des familles, bien entendu, des proches de France Télévisions, des autorités françaises, des autorités afghanes, de tous ceux qui ont signé des pétitions. Il y a plus de 100 000 personnes, 100 000 Français qui ont signé une pétition. Tout ça, au bout d'un moment, ça aboutit à leur libération. Tout ça, ça participe aux efforts de libération. Voilà, on a eu raison de se mobiliser, Jean-François Copé. Il y a eu aussi beaucoup de débats autour de cette question, cette mobilisation. Elle a été utile, mais au gouvernement et à l'Élysée, en fait, on n'a jamais cessé de travailler pour leur libération. Exactement. Exactement, vous avez raison de le rappeler. Cette mobilisation, elle était importante vis-à-vis de l'opinion publique, mais je crois que chacun doit avoir bien à l'esprit que dans ces moments-là, c'est l'union nationale qui prévaut et que les gouvernements, les services spéciaux, nous sommes tous, les uns et les autres, évidemment mobilisés pour retrouver ceux de nos compatriotes qui sont détenus en otage. Alors évidemment, la liaison est un petit peu difficile, donc je voudrais vous poser 2 questions politiques ce soir, car c'est l'actualité. Un nouveau remaniement, de nouveaux ministres pour remplacer Christine Lagarde. Mais d'abord, on a assisté quand même à une sorte de crépage de chignon, permettez-moi l'expression, entre 2 de vos amis, François Baroin et Bruno Le Maire, qui se sont un petit peu frités, comme on dirait familièrement, pour essayer d'avoir le poste de Christine Lagarde. Et comme c'était ce groupe de mousquetaires autour de vous, on a un peu envie de dire tous pour un, c'est fini, c'était plutôt chacun pour soi. On verra bien, laissons un peu de temps au temps. Aujourd'hui, on est dans une phase qui est celle de la nomination des uns ou des autres. Viendra ensuite le temps de reparler de tout ça. Mais c'est vrai que voilà, ça a été un petit peu tendu. Oui. Vous le regrettez? Est-ce que ça signifie quand même que ce groupe qui était autour de vous est brisé? Désormais, on dit qu'ils en sont presque venus aux mains.
Non, mais attendez. Et après, il y a les commentaires de commentaires. La seule chose que je peux vous dire, puisque je suis très lié aux uns et aux autres, que je vais continuer de l'être et que on va bien sûr se reparler de tout ça plus au calme. Bon, en même temps, les conditions des nominations gouvernementales, c'est toujours un peu la même chose. C'est dans la tension, le suspense. Voilà. Donc là, on est un peu le soir de cette nomination. Laissons maintenant les jours s'écouler. Voilà. Oui, je sens quand même que c'est pas très facile pour quelqu'un qui a dû les départager, qui a dû jouer un peu le rôle d'arbitre entre les deux. Pas eu ce rôle-là, c'est pas moi qui nomme les ministres, je ne pense pas que vous l'avez oublié. En revanche, ce que je crois, c'est que maintenant il faut continuer de travailler parce qu'on a beaucoup de choses à faire et que voilà, maintenant tous mes vœux de succès à cette équipe gouvernementale parce que nous sommes dans la dernière ligne droite de la présidentielle et que chacun est dans son rôle, comme on l'est à l'UMP, comme je le suis ici à Paris pour organiser avec Génération France la reconquête de Paris avec ceux de nos amis qui vont s'engager pour ça. Là aussi, c'est pareil, c'est plutôt des divisions dans tous les sens, des menaces de listes dissidentes, des personnalités de François Fillon qui voudrait aller à Paris, Rachida Dati qui s'en inquiète. Et vous croyez que vous pourrez réunir tout ce beau monde ? Écoutez, j'y suis arrivé au moins pour parler du débat d'idées. Vous savez, quand le dos est bloqué, pour le débloquer, on fait vertèbre par vertèbre. Voilà. Donc aujourd'hui, en prenant l'initiative de créer une antenne de Génération France à Paris, j'ai souhaité que la première vertèbre qu'on débloque, ce soit le débat d'idées. Tout le monde est là. Tous les protagonistes, vous citiez Rachida Dati, il y a aussi Philippe Goujon, le président de la Fédération, les maires d'arrondissement, les députés de Paris, les sénateurs. Objectif, commencer à parler de Paris. Et il y a beaucoup de monde dans la salle, ce qui montre que les Parisiens ont vraiment envie de parler d'avenir. On va parler de la vie locale à Paris, la vie quotidienne, parce que Dieu sait s'il y a des difficultés après 10 années de mairie socialiste avec Delanoë. On va parler aussi de rayonnement culturel. Bref, tout autant de sujets qui permettent de ne pas parler des questions d'ego, mais des questions de fond. Et c'est aussi l'intérêt des grands clubs politiques comme Génération France. Et j'ai pensé que dans les moments où c'est difficile sur un territoire, le rôle du secrétaire général de l'UMP, c'est de se bouger pour trouver des solutions et mettre les gens autour de la table pour parler. C'est ce qu'on fait ce soir. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur BFM TV avec nous. Jean-François Juillard, merci d'avoir été avec nous donc sur ce plateau. Je reviens quand même sur les conditions de cette libération. Je me souviens du grand rassemblement pour le 500e jour de détention. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que vous avez senti que ça allait mieux? Est-ce qu'il y a eu des déblocages? Oui, on l'a senti sur place parce que moi j'étais à Kaboul il y a quelques jours et sur place pour la première fois on a senti que tout le monde avait les mêmes informations et tout le monde disait la même chose. Quand je dis tout le monde, c'est les autorités françaises, les autorités afghanes et aussi, c'est important, les familles des accompagnateurs afghans qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire-là, qui sont à Kaboul et qui nous ont donné des nouvelles très très rassurantes en parlant d'une libération dans les 15 prochains jours. Donc on est resté très prudent parce que ce n'était pas la première fois qu'on annonçait leur libération prochaine, donc personne ne voulait fixer d'échéance, mais c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'on avait franchi le cap des négociations à proprement parler, que tout le monde était d'accord maintenant sur le contenu des négociations et qu'il fallait simplement, c'est toujours compliqué en Afghanistan, mais en tout cas procéder à la libération elle-même. Le contenu des négociations, ça peut être une rançon plus la libération de la part d'Hamid Karzai, d'un certain nombre de personnalités, de prisonniers terroristes talibans que souhaitaient les preneurs d'otages. Oui, concrètement, c'est ça. Oui, concrètement, c'est ça. C'est pas, sur l'argent, je n'en sais rien, mais en tout cas, sur les libérations de prisonniers, oui, ce n'est pas un secret. Les autorités afghanes le disent, c'est écrit dans la presse afghane. Oui, il y a eu des libérations de prisonniers. On ne sait pas exactement qui, on ne sait pas combien, mais là-bas, on a rencontré des ministres qui nous ont dit le président Karzai a tout fait, il a fait tout son possible pour les faire libérer. Et effectivement, il a procédé à la libération de prisonniers en échange. Oui. Et on le sait, en général, tout cela se passe par des défraiements, comme on dit, qui permettent puisque c'est plusieurs échelons, apparemment. Il y a plusieurs bandes. Il y a la tête un peu des détenteurs d'otages, et puis il y a le petit groupe qui détient vraiment Stéphane et Hervé. Et oui, ça se passe à plusieurs échelons. Voilà, c'est vrai qu'on nous expliquait sur place qu'il y avait en gros 3 échelons. Il y avait la tête politique, mais des talibans, qui elle est plutôt du côté du Pakistan. Ensuite,
Ensuite, il y avait grosso modo une espèce de gouverneur taliban de la vallée de la Kapisa. Et ensuite, le troisième échelon, ceux qui détenaient concrètement Hervé et Stéphane et leurs accompagnateurs, c'est-à-dire les chefs du village, les chefs du clan qui les détenaient. Donc c'est vrai que c'est toute la difficulté aussi. Il fallait attendre le moment où ces trois niveaux allaient se mettre d'accord, allaient tous être d'accord sur les négociations. Est-ce que l'annonce par Nicolas Sarkozy, dans la foulée de Barack Obama, d'un retrait prochain des troupes françaises d'Afghanistan a pu jouer un rôle ? Je ne sais pas. Sur place, on nous a dit que non, que ça ne pouvait pas faire de mal, mais que l'annonce du retrait des troupes françaises, il était déjà prévu, il était déjà su, ne pouvait pas avoir d'influence comme ça sur le contenu des discussions. Et puis surtout, on était déjà arrivé à une telle phase de discussion, de négociation, que toute annonce de politique française, finalement, avait peu d'incidence. Et vous aviez des nouvelles récentes d'eux, quand même, une fois sur place ? Le frère de leur accompagnateur, afghan, lui avait eu des nouvelles il y a 3 mois. C'était les dernières nouvelles, il avait pu leur parler, enfin il avait pu parler à son frère afghan il y a 3 mois, qui lui avait dit à ce moment-là: tout le monde va bien, Hervé et Stéphane sont avec moi, on va bien, on est détenus dans des conditions correctes, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être libéré, on pense que c'est bientôt, mais on va bien. Donc c'est vrai qu'il y avait eu ces nouvelles qui avaient rassuré là aussi les familles afghanes il y a à peu près 3 mois. Ouais. Le jour de ces 500 jours justement, de ce grand rassemblement sur le Paris de France Télévisions, il y avait une certaine colère quand même contre l'immobilisme. Il y avait quand même des voix qui s'élevaient en disant ça suffit, on a l'impression que ça traîne trop, qu'il y a des blocages. En fait, on se rend compte quand même que les négociations n'ont jamais cessé. Non, les négociations n'ont jamais cessé, mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de coup de colère, de coup de sang exprimé au moment des 500 jours, parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait deux voix, qu'il y avait la voix de ceux qui travaillent sur place, c'est-à-dire les militaires français, les agents des services de renseignement, etc., qui travaillent d'arrache-pied, et ça on l'a toujours dit depuis le départ en Afghanistan, et puis la voix de la politique française qui était dissonante, qui n'était pas la même, où on avait le sentiment que chaque fois que Nicolas Sarkozy ou des membres du gouvernement français parlaient de Hervé et Stéphane, c'était pour dire « Ok, on va aller les chercher, mais quand même c'est de leur faute s'ils se sont mis dans cette situation ». Ils n'ont jamais pu s'empêcher, et Nicolas Sarkozy n'a jamais, je vous mets au défi de trouver une fois où il a demandé la libération d'Hervé et Stéphane, sans ajouter on va les sortir de la situation dans laquelle ils se sont mis, c'est un peu leur faute, ils sont des imprudents, ils sont des irresponsables. Donc on n'a jamais vraiment senti oui, on a toujours senti un traitement différent des affaires Bettencourt, de l'affaire Clotilde Rice en Iran ou même Florence Cassé au Mexique. Mais aujourd'hui, c'est fini. La colère, c'est que la joie. Voilà, tant mieux, c'est fini. Tout le monde est content. C'est très bien.